Donc pour commencer, je voudrais vous poser une question. Je voudrais que ceux qui travaillent dans une entreprise qui utilise PHP lèvent la main. Donc énormément de monde, pas mal de monde. Ouais. Bah oui, plein de monde utilise PHP apparemment. Ceux qui sont développeurs PHP, donc j'ai pas mal de développeurs PHP, et ceux qui ne savent pas du tout ce qu'est PHP. Ok, non. Donc, bon, je vous reconnais, je sais que c'est faux. Très bien, donc la plupart des gens connaissent PHP, donc je vais très rapidement décrire ce qu'est PHP. Je me présente en premier lieu, moi je m'appelle Olivier, je travaille chez M6 Web à Lyon. J'ai 40 ans et je fais du PHP depuis très très longtemps. Il y a donc M6 Web, on a fait une petite présentation de notre activité et puis on est très content aujourd'hui d'être sponsor du Blend Web Mix. Et donc si vous avez des questions à la fin de cette conférence sur PHP, pourquoi pas, ou sur M6 Web, n'hésitez pas à venir me les poser. Je travaille chez M6 Web, je travaille pour Sysplay. Donc ce qui est sympa quand on travaille pour une application grand public, c'est qu'on ne peut pas aller chez le coiffeur sans que la coiffeuse vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie. Moi je travaille pour Sysplay. Ah, mais ça ne marche pas sur ma Bbox, etc. Voilà. Donc c'est le côté marrant du truc. Et donc Sysplay, si vous ne savez pas, c'est une application sur plein de terminaux qui appartient au groupe M6, qui vous permet de voir... de rattraper les superbes émissions des chaînes du groupe M6 et de consommer la télévision en direct autrement que par la télé. Mais on ne va pas trop parler de Sysplay, on va parler de PHP. Et on va se poser la question du positionnement de PHP. Donc cette conférence, elle ne sera pas technique. Je pense que si vous voulez voir des conférences techniques sur PHP, il y en a plein partout. Je vais essayer de ne pas être technique. Et on va essayer de réfléchir à l'usage de PHP et pourquoi PHP a une image un peu particulière, un peu unique parmi tous les langages de programmation utilisés dans le web. Donc là, je vous cite un petit comics où il y avait une bande par langage de programmation et avec chaque langage de programmation, il devait sauver la princesse. Et donc avec PHP, le petit personnage, il ne veut même pas essayer, il se pend. Donc on va essayer de réfléchir ensemble à cet état de fait et essayer de comprendre pourquoi. Donc pour ça, je vais vous parler de l'historique de PHP. Donc ça, on va passer là-dessus parce que je pense que c'est important. Et puis on va parler du positionnement de PHP aujourd'hui et ensuite de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec PHP, pourquoi on se pose cette question-là. Je ferai un petit crochet pour vous montrer de ce qu'on fait avec PHP chez M6, ça me semble intéressant, puis c'est un truc que je suis censé connaître pas mal. Et puis enfin, on fera une petite conclusion, et puis j'espère qu'il y aura des questions. Donc PHP, donc déjà le choc. Au départ, PHP, c'est Personal Homepage Tool, c'est un outil de page perso. Donc ça commence assez tôt. Ça commence en juin 95. Donc il faut rappeler, juin 95, vous avez peut-être des collègues qui n'étaient pas nés en juin 95. Bon, moi j'étais né. Et donc au début c'est un truc, ça ressemble au Perl, c'est un peu incohérent. Et puis quand même 3 ans après avec PHP Form Interpreter, donc ça ressemble très peu au PHP que les développeurs PHP connaissent. Il y avait déjà 1% des sites web qui utilisaient PHP FI. Puis rapidement, il y a des versions dans PHP, et puis PHP 3 c'est la première version de PHP. Si vous n'avez jamais fait de PHP 3, grand bien vous en fasse, le PHP 3, ça ressemble beaucoup au PHP que vous connaissez aujourd'hui si vous êtes développeur PHP. Et ça sort en juin 98. Et la particularité de PHP 3, c'est qu'on peut faire des extensions en C. Et très rapidement, on peut se connecter à tout en PHP. Donc on peut se connecter à MySQL notamment, qui est un système de base de données déjà populaire. Et c'est donc PHP, je ne l'ai pas précisé, 1 a été créé par Rasmus Lerdorf. Et PHP 3 a été... c'est le projet universitaire de Andy Gutzman et Ziv Zoraski, qui sont toujours présents dans le monde PHP, c'est des Israéliens. Donc c'est vraiment un projet d'étudiants, en fait, à la base, donc en 1998. Et donc là, vous voyez Ziv Zoraski, ça c'était il y a 2 ans au forum PHP, donc qui est maintenant chef d'entreprise, etc., qui a une chemise et tout. Mais à l'époque, il a fait ça, c'était un projet d'étudiants. Donc on utilise PHP en 98 avec Apache, un module d'Apache, donc ça nous permet de faire des pages web. Et déjà,
10% des serveurs web, ça c'est des infos que j'ai tirées du site web de PHP, mais je pense pas qu'ils mentent, je pense que c'est des informations assez réalistes. À l'époque, en 98, donc 98, hein, mettez-vous le truc, 10% des serveurs web utilisent PHP. Donc on est en 98. Il y a presque 20 ans. Hein. À cette époque-là, toutes les entreprises n'ont pas Internet. Bien sûr, tous les particuliers n'ont pas Internet. Vous avez des modems 56K, des trucs comme ça. Et vous avez CompuServe. Vous vous rappelez de CompuServe? On avait un numéro à la place d'un email. Enfin, on est vraiment à cette époque-là. Quand vous faites du PHP en 98, en général, vous êtes dans une agence web, etc. On vous file un PSD, vous faites avaler votre PSD à un logiciel qui vous le découpe en table avec pixel.gif pour aligner les trucs là. Et là, vous avez un point HTML, vous le renommez en point PHP ou en point PHP3, et puis vous mettez echo date entre crochets Y, et ça, ce truc-là, ça affiche l'année, et vous dites, chef, regardez, le copyright, quand on va changer d'année, il va changer automatiquement, et vous avez une augmentation. Ce qu'il faut voir à l'époque, c'est que quand vous êtes développeur PHP3, c'est un peu caricatural ce que je raconte, mais c'est vraiment pas loin, vous faites des pages en fait. Hein. À l'époque, vous avez déjà Java Standard Edition 1.2, vous avez Python, donc il y a déjà un monde entre ces deux types de... Enfin, grosso modo, le gars qui fait du Java, il rigole un peu quand il voit ce genre de choses. Il a bien raison de rigoler. Et mais malgré tout, ça continue PHP. En 99, il y a PHP 4 qui sort avec un engine pour gérer le parsing du code. Et puis vers 2000-2001, on a ce que j'appelle les outils qui arrivent, quoi. Et donc, les outils, vous les connaissez tous encore. Il y a Drupal, WordPress, Joomla, PHPBB. Bon, il y avait des vieux trucs encore comme Spip, PHPNuke, enfin mais bon. Et il y avait plein de trucs autour de OS Commerce ou Magento, autour de l'e-commerce. Et ce qui est intéressant, c'est que ces outils-là, c'était quand même il y a plus de 15 ans hein, qu'ils ont commencé à sortir. Et ça, c'est une tendance qui est restée dans le monde PHP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les outils open source qu'on utilise majoritairement, ils ne sont pas dans d'autres langages. Ils sont tous en PHP. Et ça vient, rétrospectivement, ça vient de 15 ans en arrière. Et à cette époque-là, être développeur PHP, ça ne se disait pas. On était développeur WordPress, Joomla, Magento. Enfin voilà, on intégrait des outils. On n'était pas vraiment un développeur. Enfin si, on était un développeur, mais on utilisait forcément toujours la plupart du temps un outil autour. Tout le monde connaît WordPress, par exemple. Hein. Okay. Je ne sais pas qui ne connaît pas WordPress. Personne. Donc, il y a deux outils majoritaires dans le monde PHP. Pour moi, hein, à mon avis, c'est WordPress et Drupal. WordPress parce que c'est utilisé aujourd'hui par 20% des sites web dans le monde. Et Drupal parce que c'est la communauté open source la plus grande au monde. Il y a plus de contributeurs Drupal que de contributeurs Linux, quoi, largement. Enfin, vous allez à la DrupalCon à Austin, là, il y a des milliers de personnes. Enfin, c'est extraordinaire, hein, Drupal. Donc, c'est des outils qui ont énormément le vent en poupe. Et donc là, on est en PHP 4, et puis arrive PHP 5. PHP 5, on va dire qu'on s'en fiche, et arrive et à partir de PHP 5, il y a PHP 5.3, et PHP 5.3, là, on commence à parler, quoi. Donc en PHP 5.3, le truc qui arrive, c'est qu'on a, en PHP 5 et PHP 5.3, on a de la programmation orientée objet. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est un truc qu'il y a chez Java depuis 10 ans, 15 ans à l'époque, mais là, ça arrive en PHP, et puis on a les espaces de nom. Et les espaces de nom, ça permet de faire du code et ça permet de faire du code et d'être sûr et de prendre du code ailleurs et d'être certain qu'il ne va pas générer de conflit avec votre code actuel. À partir de PHP 5.3, donc c'est en 2009, là on se rapproche de temps actuel, on a une explosion des contributions open source et on va progressivement s'amener sur un écosystème qui va devenir de plus en plus complet avec dans toute la génération des versions de PHP 5. Donc en 2011, on a le premier commit sur Packages. Donc Packages est devenu de facto le repository de fait de PHP. C'est pas vraiment un standard, ça a émergé comme ça, comme plein de trucs dans PHP. En 2012, en 5.4, on a l'Opcache. En 5.5, on a Generator Finally. On a des choses qui vont vraiment, alors qui sont à mon avis un tout droit piqué de Java, et qui vont vraiment se mettre au niveau des langages orientés objets de ce type-là.
Et puis enfin, on a les PSR, les recommandations sur les standards. On a l'adoption massive de Composer. Composer, c'est comme NPM ou comme Struts dans le monde Java. Enfin, c'est un outil de gestionnaire de paquets. Et enfin, on a l'apparition des frameworks modernes, comme Symfony, Laravel, Zen Framework. Et ces frameworks modernes, ils vont se mêler à l'utilisation dans les outils. Entre-temps, la courbe d'adoption de PHP, elle n'a fait que cesser de croître. C'est-à-dire que les outils, c'était déjà vraiment quelque chose de très important, avec tout un écosystème du business, etc. Des gens qui remboursent des crédits sur leur baraque en intégrant du Drupal. Enfin, je veux dire, c'est une réalité. L'arrivée des frameworks va générer une nouvelle génération de développeurs PHP qui vont se mettre à faire du développement à façon, du développement spécifique, des choses qui étaient plutôt réalisées dans d'autres langages. Mais dès qu'on a eu des frameworks modernes, on a réussi à introduire ça. Et donc récemment, en PHP 15, on a la sortie de PHP 7. PHP 7 révolutionne à peu près rien en termes d'écosystème, en termes de business, etc. C'est juste que PHP 7, ça double les performances et on continue à faire des mouvements de côté vers des langages, on va dire, matures de haut niveau, avec le type hinting, la déclaration, les return type declaration, etc., les classes anonymes, plein de choses avec PHP 7. PHP 5.3, on ne pouvait plus trop dire que le langage était immature, mais il manquait quand même 2-3 choses. Ça a été ajouté progressivement avec les différentes versions de PHP 5.5. Avec PHP 7, il n'y a plus trop à discuter sur l'étendue du langage, notamment la partie objet. On est vraiment sur quelque chose de complet. Et puis l'autre truc qui est marrant, c'est que là, c'est une photo prise à une conférence PHP. C'est Nikita Popov, un étudiant en sciences physiques de Berlin. C'est quasiment lui, à mon avis, qui a fait tout ce qui était intéressant sur PHP 7. Et lui, c'était même pas un projet universitaire, c'est un projet chez lui de 18h à 21h, quoi. Voilà. Donc ça reste PHP. Et donc on a la courbe d'adoption. Donc ça, c'est double étroit texte que j'ai trouvé. 80% des serveurs utilisent PHP. PHP, ça reste massif. J'ai parlé de Drupal et de WordPress. La plupart des gens, dans la plupart des entreprises du digital, j'ai le droit de le dire, digital ou blend peut-être, dans la plupart des entreprises du numérique, on utilise PHP. On n'utilise pas que PHP, c'est pas trop le problème, mais c'est quand même un outil massif. On l'utilise presque plus pour faire des pages, pas mal pour les outils, et on utilise l'intégration de frameworks, c'est-à-dire du développement à façon, pour faire différents systèmes. Et donc, par exemple, tout le back-end de Sysplay, l'outil que je développe pour M6, il est fait en PHP. Donc dès 2012, PHP avait 100% de l'industrie pornographique. Ça fait pas mal de sites web et je pense que cette situation n'a pas changé. Mais alors là, c'est pour faire une blague, mais c'est un business très sérieux qui rapporte plein d'argent. Il y a par exemple l'e-commerce. Bon, Amazon est fait en Java, mais Amazon, on ne peut pas comparer, quoi. Mais l'e-commerce, je ne sais pas comment dire, de proximité, le petit e-commerce, il est fait en PHP. La plupart du temps, il est fait sur des outils faits en PHP au développement à façon. Le média, c'est fait en PHP. Si vous allez sur Mediapart ou Libération, Le Monde, enfin, Le Monde, j'ai un doute, mais la plupart des médias sont faits en PHP. Et les télés, donc M6, France Télé, France Télévisions, utilisent PHP. Alors, vous allez me dire, ok, c'est bien beau, PHP, c'est utilisé partout. Est-ce que c'est un argument ? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que ça suffit, quoi ? Est-ce que si des millions de mouches mangent de la merde, est-ce que je dois manger de la merde aussi ? La plupart des développeurs, quand vous parlez à... Non, c'est pas... Ah, je te la remontrerai si tu veux. Pour la plupart des développeurs, quand on parle de PHP, je te la remets, Gérald, c'est pour toi. Aujourd'hui, pour la plupart des développeurs, quand on parle de PHP, ils disent non, moi, PHP, écoute, moi, je fais des trucs sérieux, je vais pas... ok, c'est bien beau, je sais que c'est utilisé partout, mais ça ne m'apparaît pas vraiment sérieux. D'où le petit comics où j'ai montré, le développeur PHP, il ne sauve même pas la princesse, il se pend avant même d'essayer. Il y a encore aujourd'hui pas mal d'a priori sur PHP, ou alors des choses... Enfin, je ne sais pas si c'est des a priori ou si c'est des vérités, mais que PHP est un langage d'amateur, Personal Homepage.
c'est pas enterprise ready, quoi, que c'est bourré de failles de sécurité, parce que plein de sites sont faits en PHP, donc rétrospectivement, tout ce qui est utilisé, très utilisé, va être plus vulnérable aux failles de sécurité, que c'est lent, et puis il y a une instruction goto, quoi, je veux dire, ce n'est pas crédible, quoi. On ne peut pas prendre au sérieux un langage qui a une instruction goto, donc pour les programmeurs savent ce que c'est. Et donc il y a plein de, enfin ceux qui ont fait du basique, et il y a plein de blogs en fait qui émettent des charges contre PHP. Donc je vais vous citer les plus connus. Donc Fractal of Bayesian, PHP Singularity et PHP is meant to die, c'est-à-dire il doit mourir. Et donc tous ces blogs-là, ils datent un peu de la période PHP 4 en fait. Début du PHP 5, 2012, 2013. Moi, je fais du PHP depuis très très longtemps. Je n'ai pas du tout fait que ça. Je fais plein d'autres langages. Je fais du Perl, notamment pas mal de Java. Et quand je disais que je faisais du PHP, en 2000, on me disait mais arrête, il faut faire du Java, c'est pas sérieux ton histoire. En 2005, on me disait mais attends, Ruby on Rails, c'est bien meilleur. Ça va tout massacrer. En 2013, Nicolas Chambrier au Blend, que je salue aujourd'hui, il disait non mais attends, Node.js est bien meilleur que PHP. Il faut absolument arrêter de faire du PHP, vous pouvez déjà arrêter. En 2016, on parle beaucoup de Golang, et Golang c'est super intéressant, il faut arrêter de faire du PHP pour faire du Go, puis demain il faudra faire du Haskell, du Erlang, etc. Moi j'attends encore que mon directeur il sorte, il me dise arrête tout ce que tu fais, on réécrit tout en Go, j'attends. Il ne me le dit pas. Il me le dit pas parce qu'il me fait confiance sur mes choix. Et il ne me le dit pas pour plein d'autres raisons. Mais en tout cas, ça n'arrive pas. En fait, on continue, malgré tout, on continue à faire du PHP sur les langages server-side, et puis on reste un petit peu bloqué sur PHP. Parce que PHP a quelques avantages, et ça, c'est des avantages qui ne sont pas vraiment contestés. Il y a plein de gens qui vont vous dire « Ah non, mais les points-virgules et les dollars qui sont des symboles utilisés dans le langage PHP, non, je déteste. » Ça, c'est pas très factuel. Ok, t'aimes ou t'aimes pas. Mais bon. Le fait que PHP soit très simple, ça, c'est incontestable. PHP est très simple. C'est très facile de développer en PHP. Et puis, l'architecture en elle-même de PHP, elle est très simple. C'est-à-dire que PHP démarre, il fait son travail, il meurt, et puis, à chaque fois qu'on va redémarrer, on va partir sur une copie vierge. Ça, c'est assez unique dans les langages de programmation. Et ça c'est très facile à comprendre. Enfin, le premier développeur venu, lui, il comprend que PHP, ça démarre, ça fait une petite requête à une base de données, ça calcule 2-3 choses, ça affiche des choses, et puis ça s'arrête. C'est super facile. C'est vraiment une approche de haut en bas. PHP est super stable. Et il y a la compatibilité descendante est assurée. Enfin, qui fait du Python 3, quoi, je veux dire. Qui fait du Python? On peut faire du Python, mais Python 3, c'est très difficile parce qu'ils ont tout cassé entre la 3 et la 2. Et la 3 était très difficile à adopter. PHP 7, on a fait plein de versions de PHP. Vous pouvez passer votre code grosso modo de PHP 5.3, qui est très ancien, à PHP 7 sans trop de difficultés. D'ailleurs, les gens ici devant moi l'ont fait, ils peuvent en témoigner. Enfin, sur PHP, ça a été toujours vrai. Les facteurs externes sont au top, c'est très facile à héberger. D'ailleurs, ça a grandement participé au succès de PHP. L'open source, il y a beaucoup d'activités open source. La documentation de PHP est très très bonne. La communauté est très active. Il y a beaucoup de librairies. Et puis, c'est très facile de recruter des développeurs PHP parce que tout ça en premier lieu. Il y a quelques personnes qui essaient de défendre PHP. Donc, dont des gens de chez Facebook qui disaient qu'il faut prendre PHP au sérieux. Et le dernier lien qui est très intéressant, c'est un blog de MailChimp. Je croyais que vous étiez cool. Eh ben oui, on fait du PHP. Et donc, ils expliquent pourquoi ils en font. En fait, le problème, c'est que la plupart des communautés, on déteste le code qui est fait par les autres. Et ça, c'est un vrai problème. Moi, je ne suis pas un PHP fanboy. Je n'aime pas PHP. Mais je l'utilise et je vais vous expliquer pourquoi. Et la plupart des autres personnes ont un sentiment très fort, se disent oh non, attends, moi je suis développeur Ruby, moi je fais du Python, etc. Ils ont un sentiment très fort d'appartenance et ils s'associent beaucoup au langage qu'ils utilisent. Les développeurs et les techniciens font aussi beaucoup de raccourcis. Par exemple, vous voyez cette personne, authentique, je ne citerai pas de nom, qui me dit
J'ai migré un Drupal 4, bon, c'est très ancien, monolithique, pas maintenu depuis 2 ans en microservice Node.js, et ça marche vachement mieux, c'est beaucoup plus performant. Et hop, la conclusion, c'est JavaScript est supérieur à PHP. Bon, ça n'a aucune valeur en fait, hein. Parce qu'il l'aurait fait en Go, j'imagine qu'il aurait réussi pareil, c'est plus un effet de l'architecture que du langage. Et donc on se retrouve dans cette situation-là, où moi quand j'ai un t-shirt PHP et que je vais à un événement tech, bon en fait j'évite d'en mettre, mais où il y a toujours un type qui nous dit mais attends ton machin, moi je fais du .net, enfin, voilà. On est d'accord que sur Haskell où personne n'y comprend rien, mais il y a plein de petites chapelles autour des langages, etc. Et ça, enfin, moi je pense que ça c'est la réalité. Alors est-ce que tout est de la merde? C'est la question qu'on se pose. Si rien n'est, enfin, je veux dire, si personne ne se met d'accord, et pourquoi il n'y a pas la poudre verte des langages de programmation web? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à un moment? Comment ça se fait que l'industrie, je veux dire, on est bien parti sur la VHS. Pourquoi un standard n'émerge pas au niveau des langages? Pourquoi on est dans tout ce bazar? Et puis pourquoi, quand vous demandez en tant que manager, vous demandez à vos développeurs de faire un truc, il y en a toujours un qui pour dire oui, non, mais Vagrant, mais Docker, mais quand même, enfin voilà, c'est pour autre chose, mais ok, mais Node c'est plus performant, mais non, mais Ruby c'est plus élégant, mais Python c'est mieux les tabulations, enfin je sais pas. Et personne ne se met d'accord. Et donc on va parler des développeurs 5 minutes. Les développeurs, ils ont des besoins basiques représentés par le diagramme, mais à mon sens, les développeurs, ils aiment en premier lieu être utiles. Ça, c'est le plus important. Ils aiment la nouveauté, ils aiment apprendre, ils ont une vision sur ce qu'il faut faire. Si vous êtes au produit et que vous parlez à un développeur, il faut vous imaginer dans sa tête, lui, il fait des petits schémas. Il dit, attends, je mets une base de données, je mets une API là, je mets un truc comme ça. Ils ont des préférences et des habitudes. Donc, être développeur, c'est un vrai métier qui dure sur le long terme, on apprend toujours. Et puis, quand même, à un moment, on a des zones de confort. Et ils connaissent les détails. Et les détails, c'est souvent ce qui vous fait choisir une solution ou une autre. Ce qui est intéressant, et donc ça, je vais citer le créateur de PHP, et moi, je me retrouve pas mal dans cette citation. Les développeurs, à mon sens, un bon développeur, il n'aime pas programmer. Il n'aime pas programmer pour le plaisir de programmer. Pour moi, un bon développeur, il aime faire des choses. Et il aime réaliser quelque chose. Et donc Rasmus, quand il a créé PHP, il ne l'a pas fait du tout dans le même mindset que Sun Microsystems se mettant derrière Java, ou que Google créant Golang. Lui, il l'a fait pour résoudre un problème. Et toute l'histoire de PHP est fait à travers ce prisme. On a développé PHP, on a développé les outils, on a développé les frameworks pour résoudre des problèmes. Et donc c'est en ce sens que PHP est particulier, parce que PHP n'a pas été conçu, PHP est juste apparu, c'est juste un truc qui est là et qui a une grande importance. Et enfin, moi j'aime bien citer des trucs anciens. Donc en 1994, ça doit être un newsgroup ou un truc comme ça, Richard Stallman a envoyé un message très virulent à l'encontre de la communauté TCL, donc personne ne connaît ce machin, c'est un langage, si peut-être, moi perso, et c'est un langage de script, et il a expliqué que TCL n'est pas un vrai langage, il ne faut pas l'utiliser. D'accord? Exactement ce qu'on pourrait dire aux gens qui font du PHP aujourd'hui. Et le créateur de TCL a répondu, ok, mais à la fin, c'est les développeurs qui vont choisir. C'est les développeurs qui vont choisir, et qui vont voter avec leurs pieds, qui vont dire, bon, ok, TCL ou PHP, c'est pas forcément parfait, mais je vais quand même l'utiliser parce que. Et ça date pas d'hier. Hein, vraiment, dans les temps pré-Internet, on avait déjà ces débats. Et donc, encore plus ancien, la philosophie des Lumières, que mes enfants étudient en ce moment, le mieux est l'ennemi du bien. Et ça, s'il y a un truc que vous pouvez retenir de cette petite présentation, c'est ça. Quand un développeur vient vous voir en disant « mais attends, ce serait mieux de refaire Clubic en Go », on peut toujours. Moi, je vais dire, c'est mieux de le refaire en assembleur, quoi. Alors là, super performance et tout. Et en fait, il ne faut absolument pas se poser la question de qu'est-ce qui est mieux, il faut se poser la question de qu'est-ce qui est bien. Qu'est-ce qui est bien pour mon projet, pour mon business, dans le futur, etc. Choisir le langage.
Un architecte, il va passer, on peut considérer qu'une partie de mon job, c'est être architecte, on va passer son temps à trouver les meilleurs compromis, à ajuster des curseurs, quoi. Donc, choisir un langage, c'est aussi trouver un compromis entre plein de facteurs qui sont parfois un peu nébuleux, dont ce qu'aiment faire les développeurs, ce qui existe dans mon entreprise, ce que j'ai besoin de faire, etc., etc. Et ça nous amène à ce qu'on fait autour de Sysplay avec PHP. Aujourd'hui, nous, on fait beaucoup de PHP. Moi, j'ai 20 développeurs dans mon équipe qui font à peu près que du PHP. Et on fait du PHP 7, du Symfony, on utilise des briques modernes, on a des API très rapides. On est capable de faire des API qui répondent en 10, 15 millisecondes. Enfin, c'est pas... Aujourd'hui, on sait le faire. On fait des back-office, on fait des commandes, des lignes de commande, enfin, des scripts, on fait des démons, des choses qui tournent en permanence. Des applications web, on utilise de l'intégration continue, des tests unitaires, on fait 15-20 déploiements par jour. Aujourd'hui, on arrive à faire ça avec PHP. Donc là, j'ai un exemple de... Bon, c'est pour vous montrer que je ne raconte pas des cracks, mais on arrive à faire des choses assez rapides. Et pas avec du matériel de fou, hein, avec des machines virtuelles, ce genre de choses. Et puis, on arrive aussi à faire des workers, des démons, le genre de trucs on nous explique qu'il ne faut absolument pas le faire en PHP, des processus qui tournent toujours, PHP doit mourir à la fin, mais en fait, on arrive aujourd'hui correctement à faire ça. À chaque fois qu'on doit faire une nouvelle brique, on se pose la question, est-ce qu'on doit tout refaire? Est-ce qu'on doit tout réapprendre pour réussir à avoir 10% de performance en plus ou économiser 10% sur le hardware? Est-ce qu'on doit prendre des risques? Un architecte, c'est de trouver les meilleurs compromis, de bien connaître son écosystème, et on se pose cette question-là. Et la plupart du temps, on se dit, on va le faire avec PHP, technologie qu'on maîtrise bien, qu'on arrive à facilement déployer et industrialiser. Et puis si ça ne marche pas, on réécrira. Et en fait, ça marche. Et ça, aussi, un autre point que je trouve super important, moi, quand je dois faire un choix de langage, et ça, vous pouvez, je m'autocite, c'est pas mal, non? Je sais filmer, comme ça restera. Vous pouvez me reprendre, si vous faites une conférence, vous pouvez me reprendre. Si vous avez une superbe stack, un truc super high-tech, etc., mais que personne n'y comprend rien, ben ça ne sert à rien, c'est inutile. C'est-à-dire que si vous décidez de tout faire en Erlang, ça fait tourner... RabbitMQ est fait en Erlang, par exemple, mais Erlang, ça fait tourner Instagram, je crois. Alors vous dites, votre chef débarque et dit, putain, Instagram, Erlang, il faut tout refaire en Erlang, on va avoir le succès d'Instagram. Déjà, c'est faux. Et ensuite, ça ne servira à rien. C'est à rien du tout, c'est-à-dire que personne n'y comprendra rien. Jusqu'ici, on n'a pas trop été embêté avec PHP, mais on a un peu bossé quand même. C'est-à-dire que le PHP qu'on fait aujourd'hui chez M6, ce n'est pas du tout le PHP il y a 4 ans. Vous pouvez aller voir cette petite conf que j'ai fait il y a 3-4 ans, et où je montre le code très mauvais, enfin les mauvaises pratiques qu'on trouvait à l'époque. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de choisir un langage, il faut bosser quand même autour de ce langage, autour des pratiques, rester à la pointe, et que le langage vous permette de faire les évolutions nécessaires. Et puis, in fine, sur le choix d'un langage de programmation, on peut se demander qu'est-ce qui est important. Ce qui est important, c'est l'amour, bien sûr. Mais là, dans notre contexte, est-ce que c'est important? Est-ce que le choix d'un langage de programmation web pour votre projet, pour votre entreprise, est-ce que c'est si important? Ce qui compte vraiment, en fait, c'est la vitesse. Les zombies rapides, moi, ça me fait peur. Les zombies lents, bon, j'ai moins peur. Ce qui compte, c'est la vitesse, et pas la vitesse, pas la performance. Ce qui compte, c'est la vitesse à laquelle vous mettez votre projet sur le marché, à laquelle vous délivrez des fonctionnalités, la vitesse à laquelle vous résolvez les bugs, ou la vitesse à laquelle vous créez des nouvelles applications avec le moins de bugs possible. C'est vraiment la vitesse qui compte. Et quand je parle de vitesse, je ne parle pas de partir comme un lièvre n'importe comment le plus vite possible. On peut faire ça avec tous les langages. Je parle d'aller le plus vite possible, le plus longtemps possible, comme la tortue dans le conte. Vous voulez aller vite et vous voulez aller gros. Vous voulez pouvoir grossir, en cas de succès, vous pouvez vouloir tenir la charge. Et ça, ce n'est pas une histoire de langage de programmation. Si on vient vous expliquer que Scala va mieux tenir l'échelle que PHP, c'est faux. C'est même pas un débat. Il n'y a aucun problème avec n'importe quel langage d'ailleurs de passer à l'échelle du moment qu'on peut avoir de la scalabilité horizontale et rajouter des serveurs. Attention, la scalabilité, ce n'est pas la performance. La performance, c'est la vitesse à laquelle vous allez répondre à une requête. La scalabilité, c'est votre capacité à monter en charge, à passer, comme on a fait sur Sysplay, de 1 million de vidéos vues par jour. 3 ans après, on en fait 3. On a multiplié par 3.
Donc pour ça, il fallait... Et ça, ce n'est pas les langages et les librairies qui font ça, ce n'est pas les frameworks, c'est vraiment les architectures. Donc ce n'est pas l'objet du débat. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut prendre PHP au sérieux, on doit prendre PHP au sérieux comme une véritable alternative. Il faut prendre PHP au sérieux avec un framework. Si vous vous dites, je vais faire du PHP sans utiliser un framework, donc comme Symfony, Laravel, Zen Framework, Cake PHP, ce que vous voulez, Silex, etc. Si vous vous dites, je vais faire du Symfony Vanilla PHP, pardon, excusez-moi, c'est comme si vous faisiez du Ruby sans Rails ou du JavaScript nu, enfin ce genre de truc-là. Pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Il faut faire du PHP avec des pratiques modernes, microservices, développement par les tests, intégration continue. Si vous faites du PHP comme il y a 5 ans, eh ben ouais, vous êtes complètement à côté de la plaque. Enfin, vous ne faites pas vraiment du PHP. Et il faut faire du PHP avec les pieds des développeurs. C'est-à-dire que si toute votre équipe, elle freine des 4 fers en vous disant arrête avec tes histoires, nous on veut faire ça, ça nous semble bien mieux, vous pouvez leur dire que le mieux est l'ennemi du bien, Voltaire, tout ça. Mais vous pouvez également écouter ce que disent vos développeurs. Et si parfois les développeurs ont des envies, on peut éventuellement les suivre et expérimenter avec eux. Et donc aujourd'hui, on est toujours dans une situation où on continue à bâcher PHP, mais les choses s'inversent doucement, j'ai l'impression. Et là, dans cet article-là, où on comparait Ruby et Python, The Definitive FAQ, à la fin, la dernière question, c'était quel langage de programmation je devrais utiliser pour ma startup ? Et le mec répond PHP. Voilà. Alors, est-ce qu'il répond pour faire une blague ? On ne sait pas trop, peut-être que pour faire. Mais bon, il y a un peu d'idées. Ça commence à venir. Est-ce que PHP, c'est pourri, quoi ? En fait, en vrai, PHP, ça n'a presque pas changé depuis PHP 3. Ça reste toujours pourri. PHP, c'est toujours à double tranchant. Le fait de vous dire « je vais utiliser PHP » n'est pas suffisant. Comme je l'ai dit, il faut un framework, des pratiques modernes, etc. Ce n'est pas un langage pour débuter. C'est-à-dire que si vous faites votre ado, votre développeur, vous lui dites « super, tu auras plein de boulot ». Et oui, je vais apprendre à faire du PHP. Vous lui dites oh, « surtout pas ». Ce n'est pas du tout un langage qui te force à avoir des bonnes pratiques. On peut faire... je dirais presque comme JavaScript, on peut faire on n'a pas beaucoup de cadres avec PHP. Il y a des langages beaucoup plus cadrés, comme Java par exemple, pour débuter, qui sont bien meilleurs. Quand on fait du PHP, il faut continuer à ouvrir ses yeux et ses oreilles, c'est comme avec tous les langages. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être à l'écoute de la communauté, il faut travailler sur ses pratiques toujours, et ne pas rester sur ses acquis. Moi, je vais dire que dans PHP, les problèmes sont résolus. C'est-à-dire que si vous voulez changer de framework toutes les 2 semaines, ça va être difficile. Je suis sûr que pendant cette conf, un framework JavaScript a été écrit. Donc vous pouvez ressortir et découvrir un nouveau truc super bien. Donc là, c'est vrai que sur PHP, on est plus sur de la stabilité, des choses qui bougent doucement. Il y a encore quelques innovations et qui sont intéressantes, mais la plupart des challenges sont résolus. Et enfin, PHP a des limites qui sont assez dures aujourd'hui. Si vous voulez faire du multithreading, il y a des extensions, il y a des trucs, les experts vous diront qu'il y a des choses, mais ce n'est pas génial. L'immutabilité, ça peut marcher avec les classes finales, mes trucs privés, mais il y a toujours moyen de contourner. La programmation fonctionnelle, il y a des tas de choses autour de la manipulation des théorèmes. Il y a des limites, il y a certaines limites à PHP, et si vous faites du PHP, il faut bien en avoir conscience. Et puis, attends, une citation encore. Et ça, sur le dernier point, PHP n'est pas un truc à tout faire. Il faut utiliser le bon outil pour le bon job. Vous ne ferez jamais de programmation dans le navigateur avec PHP. Enfin, je veux dire, ça ne marche pas, c'est JavaScript. Il faut, si vous voulez faire du calcul distribué sur plein de serveurs, vous ne ferez pas ça avec PHP. Et donc là, comme Valérie dit, ça c'est une truelle. En fait, ça n'en est pas, c'est un marteau. Mais... Voilà. En conclusion, moi je vais vous dire que PHP c'est vraiment un truc de vieux et tant mieux. C'est-à-dire que PHP c'est un outil qui est à votre disposition pour faire des applications web, des API, des back-office, etc. Et c'est un truc de vieux, c'est tant mieux, c'est stable. Pour moi, PHP c'est le nouveau Java aujourd'hui. Il y a 15 ans, on disait mais arrête avec ton PHP, Java c'est bien. Eh bien,
Pour moi, PHP a atteint cette maturité où on peut le mettre à niveau des langages comme ça. PHP, ce n'est pas un mauvais choix. C'est-à-dire que si vous choisissez PHP, ce n'est pas forcément le bon choix, mais c'est sûr que ce n'est pas un mauvais. Vous ne pouvez pas vraiment vous tromper. Quand sur sysplay.fr, on a choisi de faire du React.js il y a 1 an, on pouvait se tromper. C'était un choix risqué. Mais aujourd'hui, si vous décidez de faire du PHP, vous ne vous tromperez pas. Vous trouverez des gens pour le faire, des experts pour le maintenir, des tas de frameworks, des outils, etc. Si vous choisissez, par exemple, Go, Go, ça a l'air d'être bon, mais si vous faites un truc plus exotique, comme du Clojure, je ne sais pas qui connaît ce truc-là, ou du Rust, mais ça va être plus compliqué, l'écosystème va être plus difficile, vous pouvez vous tromper. Avec PHP, vous ne pouvez pas vous tromper. Je ne dis pas que PHP est le mieux, et le bon choix pour votre contexte, mais ce n'est pas un mauvais. Pour M6 Web, c'est bien. Pour M6 Web, ça va. Et nous, on n'est pas un petit acteur, on est quand même un acteur, disons, on va dire moyen. Donc, il faut vous poser la question pour vous, est-ce que c'est ce qu'il faut? Il faut challenger PHP, il faut toujours le challenger. Et le plus gros challenger de PHP, c'est JavaScript. Et qu'on ne me dise pas que ce JavaScript, le langage JavaScript est meilleur que PHP, ça n'a rien à voir. Le seul, vraiment, pour moi, dans l'industrie, le plus gros challenger de PHP, c'est JavaScript. Parce qu'aujourd'hui, avec JavaScript, on va pouvoir faire du JavaScript côté client et serveur. Donc en termes de management, on va avoir une seule équipe qui va utiliser le même langage, le même écosystème. Et donc, il y a des gains intéressants à utiliser JavaScript de ce point de vue-là. Le futur de PHP, c'est toujours radieux. PHP, ça a 20 ans, c'est pas prêt de s'arrêter. La roadmap est pleine, les gens qui contribuent à PHP le savent bien. Il y a énormément de projets, des projets super intéressants, des trucs super. Il y a plein de contributions open source. Même quand on est dedans, on n'arrive pas à tout suivre. Il y a vraiment des particularités aussi continentales à PHP. Les Japonais ne font pas du PHP comme les Américains, etc. Donc il y a plein de choses à piocher partout. Les outils et les frameworks, ça continue. WordPress, c'est pas mort. Drupal, c'est pas mort. Enfin, tout ça, ça continue. Et puis enfin, à mon sens, vraiment l'avenir de PHP, c'est que PHP ne va plus mourir. Et ça, je prends les paris ici en 2016. Nous, on commence à expérimenter autour de ce pattern-là. Le futur de PHP, c'est que PHP ne démarrera plus par une requête HTTP, ne fera plus son petit boulot et ensuite mourra. Mais PHP, in fine, va se mettre au niveau de Node.js, de Ruby, de Java, et va répondre directement aux requêtes HTTP qui lui sont envoyées. Donc il ne mourra plus. Chez M6 Web, on fait une expérimentation autour de ça. On a créé un bundle Symfony qui transforme vos contrôleurs Symfony et qui vous fournit une commande pouvant répondre directement aux requêtes HTTP. Et sans rentrer dans la technique, ça va remettre, je pense vraiment sincèrement que ça va arriver, et je suis assez introduit dans la communauté PHP je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, et pour ne pas me tromper, et ça va faire en sorte qu'on va rester encore scotché dans PHP, parce que ça va mettre le pattern d'utilisation de PHP à niveau avec le pattern d'utilisation de tous les autres langages. Et on aura les requêtes HTTP qui répondent en 3 millisecondes et plus 10, parce que au lieu de démarrer à parser toute notre configuration, à se connecter aux bases de données, etc., ce sera déjà fait, on sera un démon résident. Donc il existe des projets comme React PHP ou des frameworks complets comme Kraken qui expérimentent autour de ça. Si vous êtes développeur PHP, je vous invite à regarder. Et ce qui est intéressant, c'est que, et puis je termine là-dessus, c'est qu'en 2016, le code là-haut, il marche encore. Le code qu'on faisait en 98. Et le code en bas, il marche. Un code super compliqué avec du typewriting, on force le retour de la méthode comme un tableau, on fait de l'asynchrone, on crée des objets, etc. Enfin, voilà. Et ça c'est assez unique dans l'écosystème. On peut toujours faire du PHP aujourd'hui, avec une version moderne de PHP, on peut faire du PHP comme on en faisait en 98. Voilà, merci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis on recrute. Si vous voulez venir travailler, on fait du PHP et puis du JavaScript. Question?
Moi, c'est une question toute bête, c'est comment on fait pour avoir le mammouth PHP de l'écran d'accueil? Le mammouth PHP, c'était un Kickstarter d'une conférence canadienne, et je crois que c'est foutu, tu l'auras jamais. Pas de questions? Aucune question? Bonjour, merci pour la conférence. Ouais. Non, rapidement, je ne sais pas sur le choix du framework par exemple, parce que si j'ai bien compris, PHP sans framework, c'est pas une bonne idée. Ouais, c'est mon avis, ouais. Voilà, du coup. Alors sur le choix du framework, le premier point, c'est faire voter tes développeurs avec leurs pieds. C'est-à-dire que les développeurs, ils vont se dire, ah, moi je préfère ça, on m'a dit que ça c'était mieux. Donc en général, il y a souvent des consensus qui émergent. Et je fais une réponse non technique exprès, tu vois. Et ensuite te demander, est-ce que tu vas trouver des développeurs opérationnels sur ce framework? Est-ce que tu vas trouver des sociétés pour t'apporter de l'expertise sur ce framework? Voilà, ce genre de choses. Alors c'est vrai que quand on raisonne comme ça, on ne sort pas de son cadre. Si tu es une boîte de R&D pure, tu peux faire une recherche exhaustive, un travail de consultant sur les fonctions de framework, etc. Mais si tu es une boîte qui veut délivrer, si tu es un média par exemple ou un utilisateur final, etc., moi, à mon avis, il vaut mieux laisser les développeurs voter avec leurs pieds et te renseigner plutôt sur l'écosystème, sur les écosystèmes, plutôt que sur des arguments techniques, etc. Bon, après, il y a est-ce que le framework est très vivant, parce que par rapport au passage PHP 5.3.7, je suis d'accord sur le fait que ça peut se faire très facilement. D'expérience sur les frameworks type Symfony, ça peut être vachement plus compliqué de vouloir suivre 1, 2, Symfony 3. Ouais. Voilà. Oui, c'est un vrai boulot. Ouais. Et changer de framework aussi, c'est la catastrophe. Ouais, voilà. Donc c'est vrai que c'est un choix super dur, le framework, et puis le faire évoluer aussi, c'est compliqué. Mais Et est-ce que chez un acteur comme M6 Web, par exemple, développer sa propre techno, son propre framework, c'est pas des choses qui vous... Il n'y a aucun intérêt. Nous, on n'est pas une boîte de R&D. Enfin, moi, je peux pas justifier un travail de recherche et développement. Okay. Et j'ai tout le bénéfice d'une communauté qui m'apporte plein de fonctionnalités, qui font des choses pour moi, et je suis plus productif avec un framework entre guillemets du marché. Et donc il en existe pas mal. Et nous, on a choisi Symfony, mais vraiment parce qu'on a voté avec notre pied. Et du coup, vous êtes en quelle version alors? On est en la dernière. Okay. On a un peu de tout, de la 2.7 à la 3. Mais on passe sur la dernière. On fait l'effort de se mettre à niveau sur la dernière version. Et en effet, c'est un effort. Et c'est pas peut-être le truc un peu pénible parfois avec PHP, non? Non, franchement, je trouve pas. Okay. Mais c'est vrai qu'on y passe quelques jours, on y consomme un peu d'énergie. Ok, merci.